نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. La composition du nouveau gouvernement révélée hier soir par Saad Hariri, il comprend 30 ministres et ministres d'État. Les Kataeb n'y figurent pas. Au sein de cette nouvelle équipe, une seule femme, Inaya Ezzedine. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote à l'unanimité l'envoi d'observateurs à Alep. L'évacuation des civils a repris ce matin dans la ville, tandis que 40 000 personnes vivent toujours dans le dernier réduit rebelle. La Chine suffoque dans son nuage de pollution. 23 villes ont émis des alertes rouges. Des établissements scolaires ont fermé leurs portes. 45 jours après l'accession à la présidence de la République de Michel Aoun, Saad Hariri annonçait hier la composition de son nouveau gouvernement. Il comprend 30 ministres, dont 8 ministres d'État. 2 nouveaux portefeuilles ont été créés, dont un consacré aux femmes et un autre aux réfugiés. Des postes répartis à parts égales entre chrétiens et musulmans. Toutes les formations politiques sont représentées dans ce nouveau cabinet d'union nationale, à l'exception des Kataeb. Le chef du parti, Sami Jmaïel, a refusé le portefeuille d'un ministère d'État. Un ministère d'État pour la réforme administrative est par ailleurs confié à la seule femme de ce gouvernement. Il s'agit d'Inaya Ezzedine. Et puis à l'étranger, plusieurs dirigeants ont salué la nouvelle. Le secrétaire général de l'ONU a félicité le Premier ministre libanais, Ban Ki-moon, qui a encouragé par ailleurs les responsables politiques du pays à s'appuyer sur l'élan de l'unité nationale. Une avancée à présent sur le mouvement des transporteurs routiers. Le président de la Fédération des syndicats, Bassam Tlaïs, a annoncé la levée des sit-ins devant les centres de la mécanique et la suspension de tous les autres mouvements. Il s'est exprimé juste après avoir été reçu par le président de la République au palais de Baabda. Michel Aoun a pour sa part indiqué que les demandes des syndicats seront étudiées par le gouvernement dès que ce dernier aura obtenu la confiance du Parlement. Les chauffeurs du pays réclament depuis des semaines l'annulation du processus de privatisation des centres d'inspection mécanique et d'enregistrement des véhicules. Ces derniers arguent que le contrat avec la société en charge de la gestion de ces centres a pris fin le 1er juillet dernier. Réuni à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité la présence d'observateurs internationaux à Alep. Alep, où l'évacuation des civils a finalement repris dans le calme ce matin. 1 millier de personnes ont pu quitter le réduit encore sous contrôle des rebelles. L'ONU affirme que 40 000 personnes vivent toujours dans cette zone de 3 km². Olivier Boulanc. Des bus qui roulent en direction d'Alep-Est. Leur but, continuer l'évacuation de cette partie de la ville. Ces dernières heures, plusieurs milliers de personnes ont été déplacées. Elles sont arrivées à Al-Rachidine, une localité tenue par les insurgés. L'évacuation d'Alep-Est a pu reprendre, celle de Foua et Kefraya aussi. Les opérations autour de ces 3 localités sont liées. En effet, permettre le déplacement des habitants de ces 2 villages chiites de la province d'Idlib est une condition sine qua non pour que l'Iran accepte le sauvetage des civils encore présents à Alep-Est. Ce matin, des bus ont donc quitté Foua et Kefraya, avec à leur bord des milliers de personnes. Hier dans l'après-midi, certains bus en direction de ces 2 localités avaient été attaqués et brûlés par une vingtaine d'hommes armés. Un conducteur aurait été tué. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe djihadiste Fateh al-Sham, l'ancien Front al-Nosra, branche d'Al-Qaïda en Syrie, ou bien l'influent groupe rebelle Ahrar al-Sham pourrait être derrière cette attaque. Fin de mandat de Joseph Kabila en RDC. La situation est calme mais tendue à Kinshasa. Tout de suite. La capitale de la République démocratique du Congo a des allures de ville morte ce lundi 19 décembre. De nombreux habitants ont jugé plus prudent de rester chez eux. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place. Le mandat du président Joseph Kabila se termine officiellement ce soir à minuit. Son successeur n'a pas été élu. Et ce matin, des étudiants ont donc été empêchés de manifester pour demander la fin du mandat du chef de l'État. À proximité du domicile de l'opposant Franck Diongo, par ailleurs, des tirs ont été entendus.
Aux États-Unis, les anti-Trump veulent toujours y croire. Les grands électeurs votent aujourd'hui pour officialiser la victoire du futur président. Des citoyens appellent les élus à ne pas respecter le résultat du 8 novembre. Les explications d'Olivier Boulinck. Eux ne veulent pas de Donald Trump pour président. La raison de leur colère, le fait que plus d'Américains, 2,5 millions de personnes, aient voté pour Hillary Clinton plutôt que pour Donald Trump. Mais aux États-Unis, le vote est indirect. Je ne pense pas que mes droits soient entendus. Je pense que le collège électoral est archaïque et doit être revu. Et pourtant, c'est ce collège, vieux comme la Constitution américaine, qui devrait désigner Donald Trump président. Lui qui, en 2012, qualifiait ce système de désastre pour la démocratie. Ce lundi, dans chaque capitale d'État, les 538 grands électeurs se rendront dans leurs assemblées respectives pour confirmer ou non leur choix. Un vote papier, placé sous scellé, est doublé d'un courrier recommandé envoyé aux archives nationales. Au soir de l'élection, Donald Trump l'avait emporté avec 306 grands électeurs contre 232. Il faudrait que 37 républicains trahissent donc leur propre camp. Improbable pour ce professeur de sciences politiques. Il est peu probable que les grands électeurs changent d'avis car ce sont des gens sélectionnés, des gens loyaux, issus de chaque parti. Mais la pression est forte. Ce grand électeur républicain, Michael Banerian, roule sous les courriers. Ça vient de l'Oregon, de l'Oklahoma, de l'État de Washington. On l'exhorte à ne pas confirmer son vote pour Trump sous peine de représailles. J'ai reçu des menaces de mort, les gens m'ont même dit que je devrais mourir et me jeter sous une voiture pour rendre service à la société. Sauf que Michael Banerian n'a pas le choix. Dans le Michigan, comme sur ses États représentés en jaune, il est interdit de changer son vote. Jusqu'à présent, un seul représentant a annoncé qu'il ne respecterait pas le suffrage. Les bulletins ne seront dépouillés que le 6 janvier prochain. Si Donald Trump n'est pas confirmé, c'est un autre républicain, et non Hillary Clinton, qui serait élu. Direction la Chine qui suffoque dans son nuage de pollution. Le taux de microparticules fines mesuré est 8 fois plus élevé que le niveau toléré. Au moins 23 villes ont émis des alertes rouges. Des établissements scolaires ont même dû fermer leurs portes. Cécile Adobati nous en dit plus. Difficile de discerner la ville de Tianjin à une centaine de kilomètres à l'est de Pékin, tant le brouillard de pollution est épais. Au moins 23 villes du nord de la Chine sont concernées par l'alerte rouge à la pollution. Conséquence, elles tournent au ralenti. Presque toutes les autoroutes de la région ont été fermées, ainsi que des usines, et 180 vols annulés depuis le début de l'alerte vendredi. Il est recommandé aux Chinois de rester chez eux. Les établissements scolaires ont donc été fermés. Ça va si les enfants restent dans la classe, mais les écoles se soucient de la santé des élèves. C'est pourquoi ils n'ont pas cours. Les alertes à la pollution sont de plus en plus fréquentes dans le cœur industriel du nord-est de la Chine. De nombreux indices montrent que le charbon est la principale cause de pollution en Chine, surtout dans le nord. Si vous remontez au premier jour de l'alerte, vous pouvez voir que le nuage de pollution se déplace lentement du sud aux régions urbaines de Pékin, puis vers le nord. Malgré ces mesures, les hôpitaux font face à une affluence accrue de patients atteints d'infections respiratoires. D'après une étude, plus de 4000 Chinois meurent chaque jour à cause de la pollution. La légende hollywoodienne Zaza Gabor est décédée hier. L'actrice d'origine hongroise était âgée de 99 ans. Elle a succombé à une crise cardiaque dans sa maison de Los Angeles. Retour sur sa vie avec Cécile Adobati. Ancienne Miss Hongrie, Sari Gabor a 24 ans lorsqu'elle tente sa chance à Hollywood avec ses deux sœurs en 1941. Rapidement, elle se fait remarquer pour son franc-parler. Dans les années 50, l'actrice joue dans Moulin Rouge ou encore dans La soif du mal d'Orson Welles. Elle fait aussi de nombreuses apparitions secondaires. Si sa carrière d'actrice reste modeste, son plus célèbre personnage est sans doute celui qu'elle s'est forgé dans la vie. Scandaleuse, généreuse, la starlette hollywoodienne apprécie les mondanités et devient une sorte de Paris Hilton des années 60. Vous n'imaginez pas le nombre d'appels que je reçois tous les jours. Le monde entier m'appelle, la télévision, le cinéma, et j'écris un livre. Vous n'avez pas idée à quel point je travaille. Je pense que personne d'autre dans le monde ne travaille autant. Peut-être pas même le président des États-Unis.
L'actrice d'origine hongroise défraie la chronique en multipliant les amants et les maris. 9 au total. Tous capables de lui offrir un grand train de vie. Elle a 20 ans lorsqu'elle épouse un diplomate turc. Par la suite, la star se mariera avec le magnat de l'hôtellerie Conrad Hilton. Et en dernières noces, il y a 30 ans, avec le prince allemand autoproclamé Frédéric von Anhalt. Mais Jaja Gabor se fait également remarquer pour ses démêlés avec la justice. Condamnée pour avoir giflé un policier et pour diffamation, elle a aussi poursuivi sa propre fille, l'accusant de lui avoir volé 2 millions de dollars. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La composition du nouveau gouvernement révélée hier soir par Saad Hariri. Il comprend 30 ministres et ministres d'État. Les Kateb n'y figurent pas. Au sein de cette nouvelle équipe, une seule femme, Inaya Ezzedine. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote à l'unanimité l'envoi d'observateurs à Alep. L'évacuation des civils a repris ce matin dans la ville, tandis que 40 000 personnes vivent toujours dans le dernier réduit rebelle. La Chine suffoque dans son nuage de pollution. 23 villes ont émis des alertes rouges. Des établissements scolaires ont fermé leurs portes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي